Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? C'est la question d'Aurore qui témoignera dans notre émission aujourd'hui. Le cri du cœur d'une mère qui ne supporte plus les commentaires racistes qu'elle et ses enfants subissent. En cette journée internationale de lutte contre le racisme, on donne la parole aujourd'hui à celles et ceux qui en souffrent au quotidien. Celles et ceux qui subissent ce racisme ordinaire qui imprègne encore et toujours la société. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Notre collègue Pierre Sconbrod, journaliste et vidéaste au Centre d'Action Laïque, a réuni autour d'un micro Harmonie, Sharon, Aurore et Naofel. Entre colère et résignation, il nous parle de ses commentaires, de ses attitudes racistes dans une société qui se veut pourtant antiraciste. Cet échange, il dure un peu moins d'une heure et on a décidé de le diviser en deux parties. La première partie, vous allez l'entendre tout de suite et la deuxième, il faudra attendre la semaine prochaine. On donne donc la parole à Pierre qui commence par la lecture d'un extrait du témoignage d'une journaliste qui avait été publié dans le magazine de l'AJP. En tant que journalistes issus d'une minorité visible, nous sommes fréquemment confrontés de manière peu subtile à notre différence et au fait que quand même, nous ne sommes pas vraiment d'ici. Alors que nous l'oublions parfois. Comment expliquer que les gens ne se contentent pas de notre réponse lorsqu'on dit de venir de Charleroi ? Pourquoi ajouter « oui, mais en vrai » ? Est-ce que notre faciès non caucasien autorise notre interlocuteur à exiger une justification et des précisions sur notre histoire familiale ? Je me sens profondément belge, affirme Tidiem Quash, journaliste politique à la RTBF. J'ai grandi en faisant le doudou, j'aime le folklore belge, le carnaval, et ce genre de rappel à l'ordre, c'est comme un coup de poing dans la face. Alors Sharon, on va commencer par toi. Je vous propose d'ailleurs qu'on se tutoie tous, puisqu'on se connaît quand même un petit peu. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit après la lecture de ce court témoignage ? Ce qui me vient à l'esprit, c'est que ça évoque totalement ce que moi, je peux ressentir et les assignations auxquelles souvent je suis... l'identité à laquelle je suis moi aussi assignée. Parce que chez moi, c'est pas sur le faciès, mais c'est sur le nom que ça va se cristalliser. Et donc, on va aussi me demander d'où je viens. C'est déjà arrivé qu'on me demande combien de temps je vais rester en Belgique. Un agent de quartier m'a un jour demandé ça. Et donc, j'ai vraiment énormément d'empathie pour ce que vient d'exprimer Tidiem Quash. Avoir un nom à connotation étrangère, ça nous met tout de suite du côté de l'autre, des étrangers, des non-belges, alors que moi je revendique une identité bruxelloise, zinneke, aux identités multiples. En vrai... je suis tout le temps amenée en fait à expliquer d'où je viens, à me justifier, que ce soit pour mon prénom ou pour mon nom de famille, alors que j'ai des identités multiples en fait. Non seulement au niveau identitaire, mais aussi je suis une femme, je suis forestoise, j'ai plein d'autres types d'identités qui m'ont structurée en fait. Et le temps qui passe n'améliore pas les choses, ne facilite pas ? Le temps qui passe permet d'avoir les outils pour faire face à ce genre d'assignation. Mais moi, j'ai des enfants et je vois bien que pour mes enfants, c'est compliqué aujourd'hui. Ils sont amenés, ils vivent exactement la même chose que moi. Peut-être que c'est même plus compliqué pour eux aujourd'hui. Et malgré tous leurs engagements, et ils sont amenés à devoir se justifier pour tout. C'est compliqué là parce que on n'a pas vraiment parlé de ça, mais ils sont amenés à devoir se justifier, par exemple, pour des crimes commis par un État dans lequel ils habitent absolument pas. Et cette assignation, elle est très compliquée à gérer en fait. Aurore, tu as des enfants ? Oui, j'ai des enfants. J'allais lever la main pour embrayer un petit peu. Donc moi, c'est Aurore.
d'origine africaine du Rwanda. Et donc, j'étais en train de penser... j'ai un fils de 15 ans. Et j'étais en train de me dire que pour moi, j'ai mis en place des... par exemple, ce que Tidiane Kouache a dit sur le fait qu'on va me demander d'où je viens, je vais dire d'Alost. Et on va me dire, oui, mais vraiment, de où? Et je dis, donc originaire du Rwanda. Et moi aussi, j'ai cette peur pour mes enfants parce qu'ils doivent justifier des crimes commis par le pays dans lequel sa mère vient. Et que ça n'a rien à voir, il ne s'y connaît pas, il n'a pas visité. Et donc, j'étais justement en train de me dire, purée, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Par rapport à moi, je dirais pareil que Sharon. En fait, au départ, on me disait, tu viens d'où? Donc, au départ, ça m'énervait. Je me disais, j'ai envie de dire, je viens d'Alos, je suis belge, enfin, je ne dois pas me justifier. Mais au fur et à mesure que je côtoie d'autres femmes africaines, je me dis, mais purée, je peux dire quand même que je suis fière d'être en même temps belge et rwandaise et africaine et que mes enfants ne doivent pas avoir peur ni honte de le reconnaître. Le racisme, il existe, on ne va pas le changer. Par contre, on peut quand même développer la fierté de qui on est au-delà des histoires de nos pays d'origine ou de nos pays, puisque finalement on l'est. Ce n'est pas parce que je reconnais être rwandaise ou africaine que je dis que je ne suis pas belge. Tout comme toi tu disais pour ton nom. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît être une autre identité que je suis alostoise. J'habite plus à Alost, mais je me sens très alostoise alors que... j'ai pas du tout une tête flamande, quoi. Donc oui, je pense qu'on peut être plusieurs identités, appartenir à plusieurs lieux. C'est même une richesse pour moi. Ouais. Faut-il vous laisser encore la liberté de pouvoir les vivre, ces identités? Ah oui. Naoufel, est-ce que dans ta vie, la société belge te semble te laisser justement cette liberté de pouvoir vivre ton ou tes identités? C'est une question très complexe parce que, en tout cas, pour faire suite à ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, et tu as posé la question par rapport au temps. Qu'est-ce que le temps fait par rapport à ça? Moi, pour le coup, je suis passé d'une position que je qualifie aujourd'hui avec le recul de très naïve, de penser ou d'avoir cru que je pouvais être belge et me sentir belge et revendiquer ma belgitude à 100%. Je l'ai cru très longtemps jusqu'à... il n'y a pas longtemps, en fait, en revendiquant réellement que j'étais belge. Mais on te le rappelle tout le temps. Et quand tu rajoutes à ça le climat, le contexte politique actuel, la montée de l'extrême droite un peu partout dans l'Europe, les propos débridés de beaucoup de politiques qui occupent énormément l'espace médiatique, on te rappelle en fait finalement constamment que tu n'es pas à ta place ici. Il y a même eu une loi dernièrement qui est passée par rapport aux binationaux. Ça, c'était vraiment en fait la goutte d'eau, quoi. C'était le truc qui... Tu dis, ok, non, mais on n'est pas chez nous. Alors que ça fait 60 ans qu'on est là, nous, pour le coup. C'est-à-dire que moi, ici, je suis issu je dois être la 3e génération de ma famille. Je suis issu de cette fameuse vague d'immigration des années 60, lorsque c'est la Belgique qui a été chercher nos ancêtres pour venir travailler ici, creuser les métros, etc. Et donc voilà, non, moi, naïvement, aujourd'hui, alors d'autant plus, tu peux rajouter à ça que je suis musulman et j'assume être musulman, mais je trouve même dommage d'utiliser ce terme-là pour parler de ma confession. Mais aujourd'hui, franchement, voilà, il y a un constat qui est là. On ne veut pas de nous ici. On ne veut pas de moi ici. Ça, c'est un constat que j'ai tous les jours. D'ailleurs, je ne regarde plus les médias. Je suis sur les réseaux sociaux parce que c'est mon métier. Mais à part ça, franchement, on rentre un peu durement dans le sujet. Mais mon constat aujourd'hui, en 2026, c'est ça. Et c'est même aller plus loin, c'est finalement penser à une santé mentale, morale et aussi au futur de mes enfants. Est-ce que je veux qu'eux aient à porter tout ça? Est-ce qu'ils auront la force mentale de porter, d'assumer de tout ça? Je sais pas. Et donc du coup, moi je me pose même la question, je me dis mais en fait ils ont peut-être gagné et je vais retourner là d'où je viens, quoi. Là, mon cheminement il est là-dedans.
réellement. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ce que tu ressens. On ne veut pas de toi ici, c'est même pas, tu le formules même pas sous l'angle d'une question, c'est une affirmation. On ne veut pas de toi ici. C'est un constat. On va parler sans langue de bois. En fait, il y a une réelle dimension qui dérange, et c'est quelque chose que je porte en moi, c'est l'islam. Rentrons dans le vif du sujet si tu veux, tu vois. Mais aujourd'hui, l'islam dérange en Europe et en Occident parce qu'il fait peur, parce que c'est... Mais j'ai même pas envie de dire que c'est quelque chose qui se voit finalement, mais on suppute que tu es musulman lorsque tu as une tête d'arabe. On oublie que c'est pas spécialement le peuple majoritaire qui au niveau de qui représente l'islam au niveau mondial, surtout les Indonésiens, les Asiatiques. On l'oublie ou on l'ignore, mais voilà, tout ça pour dire que non, aujourd'hui, voilà, je porte bien plus qu'une identité simple de belge d'origine marocaine. Je porte aussi l'image de quelque chose qui fait peur. Bon, alors que moi, j'ai juste envie de vivre ma vie tranquille. J'ai envie d'avoir de compte à rendre à personne. J'ai juste envie de vivre tranquille, quoi, tu vois. Mais malheureusement, voilà, aujourd'hui, mon identité dérange. C'est un fait. On le voit dans les médias. Il suffit de voir tous les débats et toutes les polémiques autour de plein de thématiques, mais qui reviennent toujours au même point, l'islam. Alors, c'est beaucoup en France, mais aujourd'hui, il n'y a plus trop de frontières. On a la même culture que la France. En tout cas, nous, francophones, belges francophones, les médias français font tache d'huile ici. Et on a des discours de politique que j'ai même pas envie de citer dans ton podcast pour pas spécialement... leur donner de la publicité. Voilà, c'est ça, non, tu vois. Mais voilà. Ça vaut pas la peine. Harmonie, moi, j'aurais pu penser qu'avec le temps, justement, les choses allaient s'arranger, que la société belge allait évoluer et que toi, qui es la plus jeune d'entre nous, tu allais pouvoir arriver en tant que jeune travailleuse sur un marché de l'emploi qui aurait pu oublier tes origines. Ça n'a pas été le cas. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je reviens sur ce que disait Naoufal. Moi, j'ai très longtemps pensé que j'étais belge, reconnue. J'ai fait des écoles publiques, on était un petit peu mélangés, donc il y avait un petit peu de tout. Mais c'est en arrivant vraiment dans le monde du travail que tu te rends compte que t'es pas chez toi. T'es pas chez toi. On te le fait comprendre avec des remarques, on touche tes cheveux, on prétend que t'as moins de compétences parce que t'es pas d'ici. Et c'est déstabilisant, en fait. Et ça... Personnellement, au début, j'avais du mal à y croire. C'est des choses que dans ma jeunesse, j'ai pas vécues. Donc, on sait pas vraiment quoi faire. Tu sais pas comment réagir. Parce que pour toi, t'es belge. Oui, je suis d'origine congolaise. Mais j'ai passé plus de temps en Belgique que dans mon pays d'origine. Donc, pour moi, je suis à ma place, quoi. Et sans cesse, que ce soit à la télé, les médias. Moi, j'ai même quitté les médias parce que... les réseaux sociaux, tout ça, on voit tellement de tout, des discours, des insultes, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Alors toi, tu as accepté de participer à cette expérience parce que tu me disais que tu en avais besoin pour guérir de ta colère. Oui. Je pense que c'est important qu'on t'écoute. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors moi, j'ai travaillé récemment dans un service public fédéral. Et j'ai un collègue un jour, en mangeant une banane, qui me dit, écoute, Harmonie, tu sais, chez nous, je sais pas où, parce que voilà, elle et moi, on est belges, donc je sais pas dans quel pays elle parle, mais elle me dit, voilà, chez nous, quand on mange une banane, on court comme un singe. Alors, je regarde la personne concernée, je lui dis, écoute, tu devrais peut-être faire attention à ce que tu dis, parce que ton commentaire peut prêter à confusion. Et à ce moment-là, on était seulement à deux. Et le lendemain, elle réitère ses propos, mais devant tout le monde, en imitant l'animal cette fois-ci. Et à ce moment-là, tu regardes autour de toi, tu te dis, quelqu'un va te défendre, quelqu'un va dire quelque chose, quelqu'un va dire que ce que tu fais, c'est pas correct, ce que tu dis, c'est pas correct, Harmonie, elle est comme toi, elle est humaine, mais personne ne réagit. Pendant 10 minutes, on échange, où je crie à un moment, parce que je me dis, c'est pas possible, personne ne réagit, personne ne fait quoi que ce soit. Et là, tu te dis, ok, je suis belge, mais pas tant que ça, en fait. Ouais. C'est là qu'on va te sortir le on peut plus rien dire. Exactement, ouais. On peut plus rien dire. J'ai même eu une collègue qui m'a dit on peut plus rigoler entre Belges et étrangers. Et c'est là que tu te rends compte que t'es l'étranger.
du groupe, en fait. D'autant plus que moi, j'ai vraiment tout eu. J'étais la seule francophone, la seule noire. Enfin voilà, j'avais vraiment le package parfait. Et ouais, vraiment. Et il y en a une qui m'a même dit, toi, on t'a engagé parce qu'il fallait remplir la case diversité du groupe. Alors je la regarde, je dis, mais t'as pas regardé mon CV, mes compétences, mon diplôme. Et c'est quelque chose qui m'a énormément attristée. Hein. Je me rappelle, j'ai même été voir ma responsable pour lui dire, écoute, est-ce que lorsque vous avez vraiment sélectionné mon CV, parce que ça c'est choquant en fait, tu dis, j'estime que j'ai des compétences, j'estime que j'ai un très bon CV, en tout cas avoir la possibilité, moi je suis fière de mon CV, franchement, pour être honnête. Donc tu te dis, bah, c'est ça qu'on regarde d'abord. Bah non, en fait, il fallait remplir la case diversité. Ouais, et puis surtout, il faut le vivre aussi. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on évite de s'effondrer? Parce que plus d'un ou plus d'une pourrait s'effondrer avec de telles violences. Mais en fait, t'as pas le choix que de supporter le truc, en fait. T'as pas le choix. Moi, je dis toujours, t'as une sorte de mécanisme d'adaptation, en fait. T'as une sorte de mécanisme d'adaptation et tu fais avec. Hein, on est habitué, en fait. On est habitué. Hein. En réalité, je suis choquée, mais en même temps, non. Quoi. On voit ça partout, les médias. Et donc, c'est vrai que c'est plus choquant quand c'est dans la réalité, mais pas plus que ça, quoi. Sharon? Oui, j'étais juste curieuse parce que tu disais que, et moi j'ai cette expérience-là aussi, tu disais qu'à l'école, on était mélangés, et que donc, quelque part, quand tu arrivais sur le marché du travail, c'était un peu la première fois où tu étais confronté à ce genre de comportement. Et moi, je me souviens aussi qu'on était mélangés, mais par contre, je me souviens d'avoir vécu des comportements ou des propos antisémites quand j'étais à l'école et de m'être sentie un peu complètement désarmée et que ces expériences-là m'ont amenée à m'outiller et à me renforcer par rapport... et c'est ce qui m'a amenée à devenir antiraciste. C'est ce qui m'a amenée aussi à comprendre les mécanismes du racisme de manière générale et relativiser ma propre expérience qui est vécue en fait par toutes les personnes qui sont identifiées comme ne faisant pas partie du tout, ou soit pas belge ou pas comme il faut être en fait. Et pour raconter une petite anecdote, donc moi j'ai été dans une école juive en maternelle, en primaire, et puis je suis arrivée en deuxième secondaire dans une école ixelloise, et tout au début de l'année, j'entends quelqu'un, je crois qu'on était à la gym ou à la récré, je sais plus, donc il y a un gars à côté de moi qui dit alors moi je suis pas du tout raciste, hein, j'aime tout le monde, les noirs, les arabes, mais les juifs je sais pas les saquer. Et donc il était dans ma classe, un gars de mon âge dans ma classe, et on allait passer l'année ensemble. Et donc je sais pas si je continue à vous raconter sur ce qui, juste pour le dire très rapidement, je pense que j'ai eu, je sais pas comment, mais j'ai eu la force de... Bon, je lui ai dit, voilà, je me suis exprimée à ce moment-là, j'aurais pu ne rien dire. Je lui ai dit, écoute, à côté de toi, tu as quelqu'un qui a 2 yeux, un nez, une bouche, et je suis juive. J'aurais, quelque part, je sais pas comment j'ai trouvé ce courage, mais je lui ai dit ça. Et je pense que ça a amené quelque chose dans notre relation. Moi, de mon côté... Je peux l'expliquer plus facilement aujourd'hui, mais je ne l'ai pas mis dans la case raciste antisémite. Quelque part parce que chez moi, j'entendais aussi des propos qui n'étaient pas corrects sur d'autres. Et donc, j'ai gardé cette expérience comme une expérience qu'on vivait, relationnelle. Et au fur et à mesure de l'année, en vrai, on est devenus copains. Parce que je pense que lui s'est rendu compte qu'il avait dit une grosse connerie. Sans doute que c'est quelque chose, voilà, je sais pas d'où venaient ces propos, mais ce truc de je suis comme toi et on va partager des moments pendant toute une année où on va être côte à côte et même plutôt dans les bancs du fond dans la classe à déconner,
ça a changé la donne. Et je pense que ça nous a apporté énormément à tous les deux, en fait. Moi, d'entendre ces propos que malheureusement, c'était pas la dernière fois. Et le racisme, moi, je pense que c'est pas quelque chose qu'on efface. Hein. Je pense qu'il faut continuer un travail de pédagogie. Et alors, ce que j'ai retiré de cette leçon, c'est qu'il faut continuer les rencontres entre les gens. Et que peut-être que le problème, c'est quand on ne sait pas ce que c'est un arabe, quand on ne sait pas ce que... Enfin, je caricature, mais justement, c'est ce travail de rencontre, de dialogue, d'échange. Et pour moi, c'est ça c'est ça le véritable travail antiraciste, c'est de continuer ces rencontres, de pouvoir favoriser les échanges et de faire très attention à pas catégoriser les gens trop vite, parce qu'alors on ne peut plus dialoguer. À partir du moment où on dit que quelqu'un est raciste ou antisémite, en fait, c'est fini. Donc, voilà. Et donc, je voulais rajouter une anecdote. Mon fils a été dans une école où il était le seul noir. Donc, il était avec les blancs, et à un moment donné, je crois qu'il ne savait pas qu'il était noir, tellement il était avec les autres. Et donc, un jour, on se balade la nuit, en ville, et je lui dis, arrête de marcher sur le bord de la route, comme tu es noir, tu vas te faire écraser par une voiture. Et il me dit, quoi ? Je suis noir ? Il court à la lumière, il se regarde et dit, maman, je ne suis pas noir, je suis brun. Il me dit. On va écouter peut-être un autre témoignage. Sur le terrain, certains comportements sont également problématiques. À titre personnel, on m'a déjà lancé en ricanant grassement, sans gêne ni inhibition, cette télé-Pékin qui arrive. Ou encore, alors que je réalisais un reportage d'ambiance lors d'un match de foot entre la Belgique et la Corée du Sud, « Attention, voilà l'ennemi », m'ont-ils seulement demandé si j'avais un quelconque lien avec ce pays d'Asie. Non, ils se ressemblent tous, après tout. Cette manière de te renvoyer à ton physique concerne quand même sans doute plus les femmes. Est-ce qu'un journaliste homme d'origine asiatique aurait les mêmes remarques ? Naufel, moi, en vous écoutant et au moment où je lisais ce témoignage, je me suis dit, mais là, on fait la somme de beaucoup d'identités multiples, vous le disiez, qu'on rejette. Comment en est-on arrivé là ? J'ai envie de dire, après autant d'années, après le séisme que la Seconde Guerre mondiale a eu sur nos vies, sur nos sociétés, finalement, oui, on oublie manifestement. L'homme a la mémoire courte, tout simplement. On revient, tout se reproduit. Quand je les entends parler, moi je trouve que voilà, ce qui ressort vraiment, c'est la méconnaissance des uns et des autres, finalement. C'est ça. Et je dis pas qu'il y a du racisme aussi dans l'autre sens. Hein. Je pense que dans différentes communautés, on l'a vu dernièrement avec la CAN, notamment la Coupe d'Afrique. Voilà, ça se chambre aussi entre Africains. Et voilà, mais je pense qu'il faut juste aller vers les autres, en tout cas trouver des moyens où on se croise plus. Effectivement, moi aussi, j'étais dans une école mélangée. On était en plein centre-ville de Bruxelles, il y avait de tout comme origine, etc. Et c'est clair que là, tu le sentais pas spécialement, le racisme. En fait, quand tu es dans ton environnement social habituel et où les gens sont comme toi, finalement, ça va. Mais c'est en fait, tu y es confronté, j'ai l'impression, de plus en plus dans le cadre du travail. Mes jobs étudiants, je t'avais raconté l'anecdote où on m'avait demandé de changer de prénom et de ne pas dire que j'étais d'origine arabe parce que c'était un secteur raciste. On me l'avait dit, texto, si tu veux travailler ici, on ne doit pas savoir que tu es marocain. Et donc, je m'étais fait appeler Ben pendant un mois, quoi. Donc, non, mais et alors, un de mes grands regrets aujourd'hui, c'est de l'avoir accepté. C'est d'avoir joué le jeu. Mais j'avais 18 ans, j'avais besoin de travailler, je voulais acheter ma première voiture, et voilà, en fait, à cet âge-là, ok. Et tu l'acceptes. Et finalement, tu t'évolues, et puis effectivement, comme disait, c'est Aurore, comme tu disais tout à l'heure, par rapport au fait d'évoluer dans sa carrière, c'est des choses auxquelles moi, comme d'autres, ont été confrontés. Au-delà du fait que tu as un plafond de verre déjà, ça, il faut l'accepter, il faut l'admettre, et dans un peu partout, tu as un plafond de verre, tu n'iras pas plus haut. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir les compétences que tu veux, tu n'iras pas plus haut. C'est aussi une réalité, c'est un constat en fait. Hein. On n'est pas juste là dans le discours victimaire qui
On a dépassé ce stade-là, en fait. On n'est pas là-dedans. Celui qui ose encore parler de victimisation aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui a un grand voile devant le visage et qui ne veut pas voir la réalité en face, tu vois. Il y a un vrai souci, il y a un plafond de verre. Hein. Donc, et au-delà de ça, dans certaines structures, quand tu as la possibilité de gravir des échelons, je peux te dire qu'on t'attend au tournant, d'une part. Tu dois montrer patte blanche doublement, d'autre part. Et puis, par ailleurs, tu t'es confronté à un racisme qui, en fait, aujourd'hui, pour rebondir juste après, je cède la parole, mais oui. Moi, le racisme qui me dérange aujourd'hui, c'est le racisme institutionnel. C'est pas le rascar du bistrot qui va m'appeler sale bougnoule, parce que celui-là, en fait, il est transparent et je sais qu'il est juste bête et que je sais que peut-être au fond de lui, c'est pas un mauvais gars et que si je prends le temps de m'asseoir avec lui, on va peut-être même bien rigoler parce que on supporte la même équipe de foot ou j'en sais rien. Le racisme le plus vicieux, c'est celui des gens de gauche là, qui veulent pas s'admettre, qui veulent pas admettre qu'ils le sont au fond d'eux. Parce qu'il peut-être même qu'ils l'ignorent, en tout cas, tu vois. Tu penses à quoi ? Je pense à plein de choses. Je dois juste faire gaffe à ce que je dis, quoi. Mais non, effectivement, il y a... Non, vas-y, précise. J'ai quelques exemples, si tu veux. Vas-y. Institutionnel, c'est par exemple quand tu es dans une firme et alors vous postulez à plusieurs pour monter. Et alors, d'abord, ils vont dire, donc vous êtes un arabe, une noire, une belge. Comme ça, on fait comme tout le monde, on est tous belges. Mais voilà, et donc au moment de monter d'échelon, vous postulez tous. Alors, si celle qui est belgo-belge, on va dire, c'est comme ça qu'on dit, belgo-belge, était sur la liste, on va dire, ah oui, elle est arrivée avant vous dans la firme. Imaginons. Et donc, à un moment donné, elle se retire, et donc vous restez le Marocain et l'Africaine. Et tout d'un coup, ah non, mais il faut un master et 5 ans d'ancienneté. Et là, t'es mal barré. Donc, finalement, on va prendre quelqu'un d'extérieur. Un poste où on vous avait jamais dit que vous n'étiez pas qualifié. Vous avez tous postulé. C'était OK quand il y avait 3, puisqu'ils savaient qui ils allaient prendre. Et tout d'un coup, mais à aucun moment, tu vas pouvoir aller justifier ça. Comment tu vas aller au tribunal. Et on trouve aussi que dans la législation, dans la loi, il n'y a aucun... Comment tu vas dire ? C'est très sournois. Et même parfois, quand tu vas pas au tribunal, mais voir la police, on te dit parfois, mais madame, c'est votre petite personne contre une grande institution. Vous pouvez porter plainte si vous voulez, mais je vous dis déjà que ça ira pas loin. Hein. Donc, on s'y habitue, quoi. Et moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais tendance à me camoufler, à m'adapter. Si on faisait, par exemple, une blague raciste, je rigolais, je me disais, c'est pas grave, je vais avoir mon salaire, quoi. Et puis, quand tu vieillis un petit peu, tu dis, en fait, non... J'ai pas accepté ça, en fait. Et tu commences à te défendre un petit peu plus. Tu dis, non, ça j'accepte pas. C'est pas correct. Et alors, on peut pas rigoler entre étrangers belges, hein. C'est ici que s'arrête notre émission ce soir. On poursuivra la rencontre avec Aurore, Harmonie, Sharon et Naofel la semaine prochaine. Ils et elles nous raconteront comment la résignation s'est peu à peu installée chez certains d'entre eux et comment la colère les maintient aussi parfois dans leur combat. On détaillera aussi le racisme institutionnel déjà abordé dans cette première partie. On ira plus loin dans le décryptage de ce racisme institutionnel avec la sociologue Sarah Demar. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.